Il y a des silences qui en disent plus long que n'importe quel discours. Et quand une figure médiatique aussi exposée que Pascal Praud choisit de briser le sien, le monde s'arrête une seconde, suspendu à ces mots. Il y a 3 minutes à peine, Pascal Praud, voix familière de la télévision française, homme de débat, de tension, de certitudes affichées, sortait du cadre. Il ne commentait pas, il ne dénonçait rien, il ne débattait pas. Cette fois, c'est lui qui confiait, à voix basse, dans un aveu à peine murmuré, qu'il souffrait. Gravement, intimement. Mais que cache vraiment cet homme, connu pour sa maîtrise parfaite de l'écran, derrière cette image polie et toujours en contrôle? Pourquoi maintenant? Et surtout, jusqu'où vont ces problèmes de santé qu'il évoque sans détour, derrière les caméras, loin des projecteurs, derrière le costume bien ajusté et les phrases tranchées? Il y a un être humain, fatigué, fragile, peut-être même inquiet. Et ce soir, vous allez le découvrir comme jamais vous ne l'avez vu. Bienvenue dans Derrière les stars de cinéma. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de notoriété. On entre dans l'intime, dans ce que la célébrité ne protège pas, le corps qui lâche, le moral qui vacille, et l'urgence de dire, enfin, sa vérité. Il ne l'avait jamais dit, ou du moins, jamais ainsi. Il avait tout gardé, longtemps, derrière le ton tranchant, les formules aiguisées, l'armure d'opinion qu'il portait comme un costume bien taillé. Pascal Praud, toujours sur le fil du direct, le regard perçant, et la phrase prête à tomber comme un coup près. Il était celui qu'on écoutait, qu'on critiquait, qu'on commentait. Mais ce soir-là, il ne s'agissait plus de débattre. Il n'y avait pas de sujet à défendre, seulement une voix, la sienne, fatiguée, un peu voilée. Une voix qui disait, simplement, « Je suis malade ». Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas une déclaration enflammée, c'était presque un murmure, comme si ces mots-là, il ne savait pas vraiment comment les poser dans l'espace, comme s'ils ne lui appartenaient pas encore. Pascal avait toujours su parler des autres, jamais vraiment de lui. Là, pour la première fois, c'était lui qui devenait le sujet, et il n'aimait pas ça. Il ne savait pas comment se tenir, comment respirer dans cette position d'homme vulnérable. Le silence qui suivit sa phrase fut plus lourd que tout ce qu'il avait pu dire avant. Ce n'était pas un silence de plateau, c'était le silence intérieur, celui qui s'installe quand un mot fissure une vie. Il n'avait pas donné de détails, juste une phrase, suffisante, inquiétante, authentique. Ce soir-là, il n'était plus l'éditorialiste, le provocateur, le débatteur. Il était un homme de 74 ans, fatigué, inquiet, qui faisait face à une chose qu'il ne pouvait pas contrôler, la santé, son corps. Ce corps qui avait toujours suivi, qui avait résisté aux nuits blanches, aux excès de stress, aux années de tension. Il lui échappait, il l'abandonnait peut-être. Il repensa à son enfance, à Nantes, à son père, à sa mère, à ces petits moments qu'on croit éternels et qui vous reviennent tout à coup, quand on a peur. Il se rappela les voix autour de la table, les courses sous la pluie, les dimanches sans rendez-vous. Il se souvint du football, de ses rêves de gamin, du micro qu'il avait saisi pour la première fois. Il se revit jeune, insolent, affamé de mots. Il n'avait pas changé. Il croyait ne pas avoir changé. Jusqu'à ce que la maladie frappe, jusqu'à ce que le corps parle malgré lui. Depuis quelques semaines, il dormait mal. Il sentait les vertiges, les essoufflements. Parfois, il oubliait un mot. Ce n'était pas grave, pensait-il, la fatigue, le rythme. Mais à force de repousser, on finit par tomber. Et lui était tombé. Pas physiquement, pire. Il était tombé dans cette zone obscure, où l'on ne sait plus ce qui est normal, ce qui est grave, ce qui est définitif. Les médecins avaient en parlé à voix basse. Ils n'osèrent pas le regarder. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas être objet de compassion. Il voulait comprendre, avoir le contrôle. Mais le corps ne répondait plus à sa logique de débat. Le corps s'exprimait autrement, par la douleur, par l'épuisement, par la peur. Il se mit à réévaluer sa vie. Ce qu'il avait dit, ce qu'il avait tu, les gens qu'il avait blessés, les amours qu'il avait négligés, les moments qu'il avait laissés passer au nom de l'actualité. Il pensa à ses filles, à leur voix, à leurs silences aussi. Avait-il été un bon père? Avait-il su les aimer sans condition, sans jugement, sans délaisser l'essentiel? Il pensa à sa compagne, à ses gestes silencieux, à sa manière de le regarder quand il croyait être encore solide, à sa patience, à sa force discrète. Elle avait vu, elle avait compris avant lui. Elle n'avait rien dit. Elle avait attendu qu'il parle, et maintenant, c'était fait. Pascal savait que rien ne serait plus comme avant, que cette phrase prononcée, en direct, était un point de bascule. Il ne pouvait plus faire semblant. Il n'en avait plus la force. Il allait devoir s'ouvrir, se montrer sans décor,
Et il ne savait pas comment faire, mais il sentait que c'était nécessaire. Pas pour faire pleurer, pas pour attendrir, mais parce que la vérité, parfois, est le seul chemin vers la paix. Il n'avait plus envie de combattre. Il voulait comprendre, se poser, sentir la vie autrement. Il ne savait pas combien de temps il lui restait en pleine forme. Mais il savait que ce temps-là, il ne voulait plus le gaspiller à avoir raison. Il voulait être, juste être, lui, Pascal, l'homme, pas l'image. Il y avait toujours eu, chez lui, cette voix qu'on reconnaissait entre mille. Une voix droite, presque tranchante, à laquelle on attribuait des convictions, des prises de position, parfois même de la colère. Mais ceux qui le connaissaient vraiment, ceux qui l'avaient vu à table un dimanche après-midi, entre deux silences partagés, savaient qu'il y avait autre chose, quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fragile aussi, sa famille. Pascal Praud n'était pas un homme seul. Derrière les plateaux, derrière les micros et les projecteurs, il y avait un cercle, un noyau, des présences, des voix plus basses que la sienne, mais tout aussi déterminantes. Il avait 4 filles, 4 histoires, 4 miroirs. Il se souvenait encore du jour où il était devenu père pour la première fois. Il n'avait pas eu peur, non, mais il s'était senti tout à coup petit, comme s'il était né une seconde fois, avec la responsabilité d'un autre regard à porter, d'une vie à protéger. Morgane, sa première, était née avec cette lumière dans les yeux qu'on ne voit qu'une fois. Très tôt, elle avait développé ce sens de l'art, cette façon de lire les émotions dans un film comme on lit un poème entre les lignes. Et avec elle, il avait parlé pour la première fois de cinéma non comme une industrie, mais comme une émotion. Avec Tiphaine, il avait appris la patience. Elle questionnait tout. Pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi tu travailles autant, papa? Elle l'avait confronté à lui-même, à ses choix. Et dans ses débats, dans ses longues discussions du soir où elle posait les questions qu'il esquivait sur les plateaux, il avait compris que la famille, c'est aussi apprendre à être vu tel qu'on est, sans décor, sans public. Faustine, sa troisième, lui avait appris la force invisible, la ténacité. Elle avait dû se battre plus que les autres, avec ses propres limites, ses propres murs. Il se souvenait d'elle, enfant, pleurant sur ses devoirs, le cœur serré, le souffle court, et lui, impuissant, déchiré de ne pouvoir l'aider autrement qu'en répétant « Tu vas y arriver ». Il l'avait vue franchir des sommets intérieurs qu'aucune caméra n'aurait pu capter. Le jour où elle avait eu son diplôme, il n'avait pas pleuré devant elle, mais seul, dans sa voiture, il s'était effondré. Et puis, Louélise, la dernière, l'inattendue, celle qui était arrivée dans sa vie comme un printemps en novembre. Elle était l'enfance pure, la joie simple. Avec elle, Pascal avait appris à ralentir, à désapprendre le monde des adultes. Elle posait sa main sur son front quand il avait mal à la tête. Elle lui demandait s'il avait besoin d'un câlin. Et il disait oui, à elle, seulement à elle. Et il y avait Catherine. Catherine, c'était le calme après l'orage. Il l'avait rencontrée tard, à un âge où l'on ne croit plus vraiment au recommencement. Elle n'était pas dans le même monde. Elle venait du sport, du terrain, de l'effort collectif. Elle n'était pas impressionnée par ses mots. Elle le regardait avec une vérité qui ne jugeait pas. Elle savait quand il mentait pour se protéger, quand il souriait alors qu'il avait mal. Elle l'aimait sans bruit, sans déclaration, mais avec une constance qui guérissait. Elle ne lui demandait rien. Elle était là, c'était tout. Elle s'asseyait près de lui tendait un verre d'eau, lui rappelait un rendez-vous, ou bien l'emmenait marcher quand elle sentait qu'il tournait en rond dans sa tête. Elle ne lui parlait pas de ses chroniques. Elle lui parlait de lui, de ce qu'il mangeait, de comment il dormait, de ce qu'il ne disait pas. Le soir, quand tout était calme, Pascal aimait regarder ses filles parler entre elles. C'était une musique, chacune avec sa voix, ses gestes, ses histoires. Et lui, au milieu, comme un vieux capitaine un peu fatigué, mais heureux. Il ne disait pas grand-chose, il les écoutait. Il observait les rires, les chamailleries, les secrets partagés. Il voyait ce qu'il avait construit sans le savoir. Une tribu, une forteresse douce. Un jour, il avait dit à Morgane, « Tu sais, le plus beau dans la vie, c'est pas ce qu'on laisse à l'écran, c'est ce qu'on laisse dans les cœurs. » Et elle avait souri. Elle avait compris. Avec les années, Pascal avait appris que la famille, ce n'est pas une évidence. C'est un effort quotidien, un choix, un engagement. Il avait fait des erreurs. Il avait été absent parfois, trop pris, trop dans le tumulte. Mais il était toujours revenu, toujours. Et dans les moments de silence, quand la santé vacille, quand le corps rappelle qu'il est un homme comme les autres, c'est vers eux qu'il se tournait, pas vers les caméras, vers Catherine, vers ses filles, vers cette petite voix qui disait « Papa, tu viens me lire une histoire ?» Alors il se levait, même fatigué, même inquiet, parce qu'être père, être compagnon, être grand-père,
C'était là que résidait sa véritable voix. La pièce est feutrée, délicatement éclairée. Sur la grande table en chêne, 2 tasses de thé attendent encore d'être vidées. Catherine a laissé un petit carré de chocolat à côté de chacune. Geste discret devenu rituel. Pascal ne parle pas. Il laisse ses doigts effleurer l'anse, comme si toucher cette tasse lui rappelait un souvenir. Il pense à ce matin, lorsque l'odeur du café a filtré jusqu'à la chambre de Faustine, qui est descendue en courant, en peignoir, les cheveux en bataille, pour lui glisser un dessin avant d'affronter sa journée. Il l'a serré contre lui, son cœur gonflé d'un amour qu'aucune tribune médiatique ne pourrait mesurer. Il se souvient aussi de la première fois où Tiphaine lui a offert une de ses nouvelles, écrite tard la nuit. Elle l'avait fait lire en chuchotant, comme si ces mots étaient interdits. Quand il a lu cette histoire, brillante, subtile, il a repensé à ses premières interviews, à son besoin maladif d'être entendu, et il a été envahi par une fierté profonde, silencieuse. Depuis, il lit tous ces textes, parfois plusieurs fois, comme une prière muette. Il y a eu cette journée d'été, dans le jardin, où Morgane a organisé une séance photo improvisée. Pascal était assis sur un banc, le visage tourné vers la lumière. Morgane chuchotait « Respire comme si tu étais invisible ». Et il a obéi. Ses yeux se sont fermés, son regard s'est adouci. Sur les photos, on voit un homme apaisé, presque réparé. Il a conservé l'album dans sa bibliothèque. Lorsqu'il le feuillette, le bord des pages légèrement grisé, on voit un sourire lumineux s'allumer sur ses lèvres. Il n'a jamais oublié la fois où Louélise lui a fait une surprise. Elle avait décoré tout l'escalier de photos de famille, quelques ballons, une lampe en papier. Chaque marche racontait un événement. Naissance, rentrée, spectacle scolaire, vacances. Pascal est monté, émerveillé, comme s'il remontait les années. Arrivé en haut, Louélise lui a remis un papier où était écrit « Papy, je t'aime, comme tu me fais aimer la vie ». Il a chiffonné ce papier pour le ranger dans sa poche, et depuis, il le sort, parfois, quand il doute un peu. Un soir, les filles ont organisé une vidéoconférence surprise. 3 écrans, 4 sourires, toutes les voix en écho dans le salon de Pascal. Elles ont raconté l'actualité de leur vie. Morgane, sa projection de film, Tiphaine, son nouveau poste, Faustine, un nouveau défi qu'elle avait relevé, Louélise, une chanson à laquelle elle tenait. Pascal écoutait, les yeux brillants, la gorge serrée. Il n'a pas parlé, mais leurs mots étaient en sa meilleure réponse. Sourire, les yeux, une main sur son cœur, la belle fille, elle, a ce don des petites attentions. Elle prépare un coussin chauffant pour ses genoux, toujours là quand il rentre tard après une émission. L'attend, avec une tisane calmante. Elle n'en parle pas, ce n'est pas un sacrifice, juste une évidence. Prends soin de lui. Son geste dit « Tu comptes ». Les dimanches, alors que les caméras passent au noir, la maison s'anime, le chat se glisse à leurs pieds. Catherine allume une bougie, le parfum du gâteau aux pommes s'élève. Pendant qu'il coupe la première part, Morgane sort les assiettes. Les filles s'installent, les rires fusent. Une vanne sur les émissions, un souvenir d'enfance, la voix de Tiphaine qui narre un détail de sa nouvelle. Pascal écoute, hoche la tête, sans cette chaleur familière. Et là, dans ce moment suspendu, il sait qu'il n'a pas raté sa vie. Il pense à sa mère. Partie trop tôt, elle aurait aimé voir tout ça. Il imagine ses traits, son rire doux. Il s'interroge, est-elle là quelque part, dans ces gènes qu'il voit dans les yeux de ses filles? La pensée lui donne un pincement doux, amer. Une fois, Tiphaine et Faustine l'ont demandé. « Tu veux qu'on te lise un passage ?»« De quoi ? D'un vieux journal intime, d'un livre préféré, d'un poème ?» Il a choisi un poème qu'il aimait dans sa jeunesse. Il l'a murmuré. Catherine l'a répété. Les filles ont repris certains vers, maladroitement, à voix haute, et assis là, entouré des voix de ses proches. Il a senti l'âge s'effacer. Il fermait les yeux, captant la musique des mots. Il a senti qu'il était vivant, pleinement. Et il y a eu cette fois où la famille s'est réunie pour une promenade improvisée dans un petit bois tout près. Il avait insisté. « J'ai besoin de voir la couleur des feuilles, de sentir l'écorce, de marcher pour sentir le monde autrement. » Ils ont marché lentement, en file indienne, comme pour le protéger. Catherine et la belle-fille précèdent, pour débourrer les feuilles, le dévier d'une racine. Tiphaine freine les rires. Morgane suit, appareil en main. Faustine serre sa main. Louélise s'arrête pour voir un escargot. Pascal avance doucement, caresse un tronc. Il dit « Là, je suis tout entier ». Un autre jour, les filles ont organisé un petit atelier cuisine avec lui. Il a été nommé chef d'honneur. Il a versé la farine, cassé les œufs, mesuré le sel. Il a guidé, corrigé,
Rick en Faustine a versé trop de levure. Catherine a pris un selfie. Louélise a goûté la pâte. Tiphaine a noté la recette. Il sentait cette effervescence, ce chaos doux. Il savourait le désordre, la chaleur, la complicité. Et quand le plat est sorti du four, ponctuel, doré, il a prononcé, solennel, c'est un petit exploit. Elles sont montées sur la pointe des pieds, lui ont accordé un grand sourire. Il se sentait grand. Pendant l'été dernier, ils sont partis en famille, près de l'océan. 4 générations présentes. Pascal, Catherine, les filles, leurs enfants. Ils se sont installés dans une petite maison blanche, tout juste assez grande pour être digne d'eux, mais sans fioritures. Le sable, le vent, les rires, les châteaux de sable. Chaque matin, il ressentait le sel dans ses yeux, la caresse du vent, les mots de ses petits-enfants. Le soir, il s'asseyait autour d'un dîner improvisé, les pieds dans le sable encore chaud. Pascal racontait des histoires d'enfance. Il se surprenait à vivre doucement, pleinement, sans polémique, sans discours calculé. Il vivait le grand air, le vrai, celui des vagues et du bonheur simple. Ils ont terminé ce séjour par un feu de camp. Les filles, les enfants, Catherine et lui, assis en cercle, proches, unis dans la lumière vacillante. Chacun a raconté un moment fort. Morgane a parlé de la plage au lever du soleil. Tiphaine a chanté une chanson. Faustine a lu un petit texte. Louélise a ri à une blague. Et Pascal, fier, a dit « Je n'aurais pas pu rêver mieux. Merci. » Il n'avait pas besoin de « mais ». Son bonheur flottait dans l'air nocturne, universel. De retour, leur quotidien s'est poursuivi. Les rendez-vous, les dossiers, les rires du soir, les silences complices. Mais il y avait quelque chose de changé. Une paix intérieure. Pascal avait compris que son héritage, sa fierté n'est pas dans les écrans, mais dans les cœurs de ceux qui l'aiment. Et chaque détaillage de cette paix était inscrit dans les gestes simples. Un regard qui s'attarde, une main posée avec douceur, un mot juste. Il a parfois dit « Je ne suis plus celui qu'on croit. Je suis un homme aimé, aimé. » Et il le savait. Il respirait la gratitude quand il voyait ses filles ensemble. Il la ressentait lorsque Louélise lui prenait la main. Il en voyait les traces dans la fatigue de Catherine. Il l'écoutait dans la tendresse effacée de la belle fille. Il la vivait dans le rire heureux de ses petits-enfants. Alors, dans ces 5000 détails de vie familiale, on ne cherche pas les apparats, mais la vérité. L'amour s'y dessine, la tendresse s'y granulise, la mémoire s'y ancre. Parce qu'au fond, l'homme qu'on croit connaître, la voix affirmée, le chroniqueur engagé, c'est aussi celui-là. L'homme sur ce banc, le regard perdu dans la lumière du jour, tenant la main d'une petite fille. Et c'est cela, le plus grand cadeau. Il pousse la porte de son appartement parisien, avec la lenteur de ceux qui rentrent chez eux, non pour retrouver un toit, mais un monde. Ici, tout lui appartient sans ostentation. Les murs ont la patine des années et des choix mesurés. Il ne cherche pas le spectaculaire, il cherche l'ancrage. Le parquet ancien grince un peu sous ses pas, comme pour lui dire bonsoir. C'est un appartement vaste, dans le 7e arrondissement. Mais plus que l'adresse, c'est l'atmosphère qui compte. La lumière y entre comme dans un vieux roman français, doucement, entraînant sur les rideaux. Les meubles sont en bois sombre, pas par goût de la lourdeur, mais parce qu'ils racontent quelque chose. La stabilité, peut-être, ou l'intelligence d'un héritage transmis. Sur les étagères, les livres s'alignent comme des témoins de ses pensées. On y trouve de tout. Du foot, de la politique, du théâtre classique, des romans aimés et relus. Certains sont cornets, annotés, reliant 2 époques de sa vie, sans jamais cesser de lui parler. Il aime particulièrement une pièce au fond du couloir, son bureau. Rien de très moderne, juste un large bureau ancien, une lampe verte à abat-jour, des carnets ouverts, un stylo-plume qu'il refuse d'abandonner. Ici, il réfléchit, griffonne, relit. C'est là que naissent ses chroniques, mais aussi ses silences. Parfois, il s'assoit sans écrire, juste pour regarder par la fenêtre. Elle donne sur une cour intérieure tranquille. Un figuier y pousse, contre toute attente. Il l'observe pousser, doucement, à son rythme. Mais Paris n'est qu'un chapitre. Quand il veut respirer, vraiment respirer, il quitte la ville. Direction. Le sud. Une maison, en pierre, quelque part dans le Var. Elle n'a rien de tape à l'œil, mais elle est vaste, ouverte, respirable. Le chant des cigales, la chaleur sur la terrasse, le vent tiède qui traverse les volets entr'ouverts. Il y retrouve un autre rythme, un autre lui. Là-bas, il cuisine, parfois. Un plat simple, avec des légumes du marché. Le soir, il s'assoit dans une chaise longue, en osier, un verre de vin blanc, à la main. Il ne pense pas à la télévision. Il ne pense pas à la radio. Il pense au silence, et à la manière dont ce silence
est plus précieux que 1000 débats. Son bien le plus discret, et peut-être le plus aimé, se trouve ailleurs, sur l'île de Noirmoutier, une maison blanche, basse, volets bleus, minimaliste, presque austère pour qui ne connaît pas. Mais là-bas, il est un autre homme, pieds nus, visage nu, sans apparat. Il part marcher le matin, très tôt, quand la mer est encore grise, le sable froid. Il ramasse des coquillages qu'il garde dans une boîte. Il ne dit pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils écoutent. Dans cette maison, il y a une pièce sans écran, une sorte de salon-cabane. Des coussins posés à même le sol, des livres encore, une platine vinyle. Il n'écoute pas la musique avec une application. Il met le disque, il l'essuie, il le pose. Le crépitement lui plaît. Il l'associe à un temps plus lent, plus présent. Là, il lit à voix haute parfois, quand ses filles viennent lui rendre visite. Il aime les regarder dormir là, au bord du feu, bercé par une histoire qu'il connaît par cœur. Ses voitures ne disent rien de sa fortune. Il n'en a pas une collection tapageuse, une Audi, sobre, grise, bien entretenue. Il la lave lui-même quand il en a le temps. Dans la boîte à gants, il garde un carnet où il note les lieux traversés, une habitude étrange qu'il a depuis 20 ans. Parfois, il ouvre une page au hasard et relit Noirmoutier, 7 août, 8h02. Premier cri de Louélise, à la mer. Il sourit, en silence. Il possède aussi quelques œuvres d'art, pas pour la valeur.